L'air de la nuit est chaud et immobile, chargé du parfum du Dnipro qui coule quelque part dans l'obscurité en contrebas, une eau qui passe ici depuis des millénaires sans jamais s'arrêter. Tu marches le long d'une route qui mène vers Kiev, suivant un chemin usé par les marchands et les voyageurs, les pèlerins et les soldats, tous avançant vers la ville dressée sur les collines. Le paysage autour de toi descend doucement vers le fleuve, puis remonte de l'autre côté, formant le vaste bassin à travers lequel le Dnipro s'écoule lentement. La route suit les hauteurs, restant au-dessus de la portée du fleuve, et depuis cet endroit tu peux sentir la présence de l'eau en contrebas même si tu ne la vois pas dans l'obscurité. Le Dnipro est large ici, peut-être près d'1 kilomètre, et il avance sans hâte, portant sa masse d'eau vers le sud, en direction de mers lointaines. C'est ce fleuve qui a rendu Kiev possible, offrant des routes commerciales, des poissons et de l'eau, reliant ce lieu intérieur au vaste monde de l'Empire byzantin et aux forêts du nord. Sous tes pieds, la route est de terre battue, durcie par la chaleur de l'été et le passage constant, marquée par l'usure d'innombrables pas, de sabots et de roues de chariot. Tu sens la douceur là où le sol a été poli par l'usage, et la rugosité là où la pluie a creusé de petits sillons en attente de la prochaine réparation improvisée. Au-dessus de toi, le ciel garde des étoiles éparpillées entre les nuages, et l'air semble ouvert, ample, typique de ces terres où l'horizon s'étend loin dans toutes les directions. Devant toi, surgissant de l'obscurité, apparaissent les collines de Kiev, des masses plus sombres que le ciel sombre, des hauteurs qui soulèvent la ville au-dessus de la plaine du fleuve. Ces collines ne sont pas spectaculaires, pas des montagnes, seulement des élévations calmes de 50 ou 80 mètres au-dessus de l'eau, mais suffisantes pour dominer, suffisantes pour commander. Kiev a été construite délibérément sur ces collines, choisissant l'altitude pour la défense et le drainage, pour les vues sur le fleuve et pour une hauteur symbolique au-dessus des terres environnantes. Les collines forment une forteresse naturelle, rendant l'approche difficile depuis la plupart des directions et canalisant les déplacements le long de routes précises que l'on peut observer et contrôler. Tu remarques maintenant des lumières, de petits points de flammes qui marquent l'endroit où se tient la ville, dispersés sur les pentes, dessinant une constellation de présence humaine. Ces lumières ne sont pas nombreuses, seulement quelques lueurs, des feux dans des fenêtres ou des torchers signalant des bâtiments importants, juste assez pour suggérer l'étendue de la ville sans en révéler les détails. La nuit, le Kiev médiéval ne montrait que des lumières essentielles, les bougies étant coûteuses et les feux exigeant une attention constante, l'obscurité acceptée comme un état naturel. La route commence à monter, s'élevant vers la colline la plus proche, et tu ressens le changement dans tes jambes, le passage d'une marche plane à un effort régulier vers le haut. La pente est douce mais continue, et tu ajustes ton rythme, ralentissant légèrement, respirant plus profondément, laissant ton corps trouver sa cadence. En montant, l'air change, devient plus frais, effleuré par des brises qui passent sur les sommets et portent des odeurs de terre et de végétation. Des arbres apparaissent le long de la route, silhouettes sombres qui encadrent ton avancée, et tu entends les feuilles frémir dans le vent nocturne, des sons discrets qui se mêlent à tes pas. La route traverse des jardins et de petits champs, des terres cultivées qui servent la ville, produisant légumes et herbes, entretenus par ceux qui vivent à la lisière urbaine. Tu remarques l'apparition de murs, de basses structures de terre et de bois marquant les limites des propriétés, et au-delà de ces murs, les premiers bâtiments des faubourgs. Ces bâtiments sont simples, des constructions en bois au toit de chaume, des maisons d'artisans et de paysans qui servent Kiev tout en vivant hors de ses limites formelles. Une faible lumière filtre par les fentes des volets. Une lueur chaude qui parle de famille à l'intérieur, des activités du soir qui s'achèvent, d'une préparation au sommeil. La route devient une rue, toujours non pavée mais plus clairement tracée, avec des bâtiments apparaissant plus fréquemment de chaque côté, créant les premiers signes de densité urbaine. Tu vois plus loin l'endroit où la rue grimpe plus fortement, suivant la colline vers la ville haute, vers le noyau ancien de Kiev où se concentrent le pouvoir et l'espace sacré. Les bâtiments autour de toi grandissent, atteignant 2 ou 3 étages, leurs murs faits de rondins assemblés, parfois enduits de plâtre, parfois laissés nus. Le bois est ici le principal matériau de construction,
les forêts offrant un abondant approvisionnement, et les structures de Kiev en portent la marque, même les bâtiments importants étant souvent majoritairement en bois. La rue se rétrécit en montant, comprimée entre des bâtiments qui se rapprochent, et tu sens la ville commencer à t'envelopper, à entourer ton mouvement. Au-dessus, sur le sommet de la colline, tu distingues des lumières plus importantes, probablement des torchers brûlants près de bâtiments majeurs, des églises ou la demeure du prince, signalant les centres de pouvoir. L'ascension se poursuit, calme et patiente, et tu remarques comment la ville s'organise verticalement, chaque fonction occupant une altitude différente. Les hauteurs les plus élevées accueillent le pouvoir sacré et politique, églises et palais, des lieux qui dominent le paysage et affirment leur autorité par leur position. En contrebas, les quartiers résidentiels s'étendent sur les pentes, les maisons se regroupant le long de rues qui serpentent pour épouser le terrain. Plus bas encore, près du fleuve, se trouvent les districts commerciaux où les marchands se rassemblent, où les bateaux arrivent chargés de marchandises, où le commerce relie Kiev à des villes lointaines. Cette organisation verticale est pratique, utilisant la gravité pour faire descendre l'eau et les déchets, mais elle est aussi symbolique, la hauteur représentant la proximité avec le ciel et avec le pouvoir. Tu passes devant une petite église en bois, reconnaissable même dans l'obscurité à sa forme distinctive, une construction simple à coupole unique qui sert probablement ce quartier. L'église est sombre, ses offices du soir terminés, mais sa présence marque clairement une ville chrétienne, intégrée à la sphère culturelle byzantine et reliée à Constantinople par la foi. Kiev a adopté le christianisme il y a seulement quelques décennies, remplaçant des croyances plus anciennes, et des églises continuent d'être construites, des structures de bois appelées à être un jour remplacées par la pierre. La rue se courbe en montant, suivant le contour de la colline, et tu observes comment les bâtiments s'adaptent à la pente, leurs fondations se décalant pour créer des sols nivelés. Cette adaptation au terrain apporte de la variété au paysage urbain, des bâtiments à des hauteurs différentes, des lignes de toit formant des motifs irréguliers contre le ciel. La montée t'amène sur un petit plateau à flanc de colline, un espace plus plat où la rue s'élargit légèrement, laissant place à un petit marché ou à un lieu de rassemblement. Ici, tu peux t'arrêter et regarder en arrière, même si dans l'obscurité tu ne distingues que des lumières éparses en contrebas, marquant le chemin parcouru. L'air semble différent à cette altitude, plus frais et plus libre, et tu ressens l'espace autour de toi, la descente vers le fleuve, la continuité des collines. Kiev existe ici en 3 dimensions, non étalée à plat comme certaines villes, mais organisée en couches verticales, demandant une attention constante à la hauteur, aux mouvements de montée et de descente. La rue reprend son ascension, se resserrant à nouveau entre davantage de bâtiments, et tu la suis vers la ville haute. Tu remarques que les bâtiments ici sont plus grands et mieux construits, révélant plus d'investissement, reflet de la richesse de ceux qui vivent le plus près du pouvoir. Certains murs sont enduits et décorés de motifs peints simples, formes géométriques ou symboles religieux, ajoutant une présence visuelle à des surfaces autrement sobres. La rue atteint une nouvelle section plus plate, une autre pause dans la montée, et tu aperçois un bâtiment plus important, probablement la maison d'un riche marchand ou la demeure d'un noble mineur. Le bâtiment compte 2 étages et possède un porche couvert, et une lumière brille à travers plusieurs fenêtres, suggérant des réunions du soir, des affaires en cours ou une famille rassemblée. Tu passes devant ce bâtiment et la rue recommence à monter, moins abruptement désormais, à l'approche du plateau supérieur où se trouve le cœur de la ville. Les bâtiments autour de toi paraissent plus solides, plus durables, témoignant de l'importance croissante de Kiev, de sa transformation progressive de poste commercial en grande cité. Les portes dorées se trouvent quelque part devant toi, l'entrée principale de la ville haute, une immense construction de terre et de bois qui protège les accès. Tu ne peux pas encore les voir, mais tu sais qu'elles existent, marquant la frontière entre la ville extérieure et la ville intérieure, entre l'espace ordinaire et le centre sacré. La rue continue de te guider vers le haut, et tu continues à suivre, avançant vers le Kiev ancien, vers la ville qui se tient sur ces collines depuis des générations. Ton rythme reste stable, ta respiration profonde et régulière,
ton corps trouvant l'équilibre qui permet un effort soutenu sans tension. L'air chaud de la nuit t'enveloppe, l'obscurité te tient doucement, et Kiev t'attend devant toi, patiente et durable sur ces collines au-dessus du Dnipro. La rue te conduit enfin jusqu'aux portes dorées, la structure massive qui garde l'entrée de la ville haute et marque l'endroit où le Kiev extérieur s'achève et où commence le cœur ancien. Même dans l'obscurité, les portes sont impressionnantes, s'élevant peut-être à une dizaine de mètres, une construction de terre et de bois qui représente un investissement immense de travail et de ressources. Les portes elles-mêmes sont deux lourds vantaux de bois, renforcés de bandes de fer, suspendus sur des pivots taillés dans du chêne massif, capables de fermer la ville face à une attaque. Au-dessus des portes, un rempart de terre s'élève encore de plusieurs mètres, un sol tassé maintenu par une armature de bois, formant une muraille défensive qui se prolonge de part et d'autre. Le sommet du rempart est assez large pour que les défenseurs puissent y marcher, tirer des flèches ou lancer des pierres, repoussant quiconque tenterait de forcer le passage. Au-dessus de cet ouvrage de terre se dresse une petite église, l'église de l'Annonciation, construite directement au-dessus de la porte, consacrant ce seuil entre l'extérieur et l'intérieur. L'église apparaît comme une masse plus sombre contre le ciel, sa coupole unique se détachant discrètement, et même sans en voir les détails, tu sais qu'elle est là, dont tant de voyageurs ont parlé. Les portes sont ouvertes à cette heure. Comme la plupart des nuits en l'absence de menaces immédiates, les lourds battants tirés sur les côtés pour laisser passer les voyageurs tardifs. Tu franchis l'ouverture, passant sous le rempart de terre, et pendant un instant tu es enveloppé, avançant dans un passage d'une quinzaine de mètres, ombragé et frais. Le passage amplifie le son, tes pas résonnent contre les parois de terre comprimées, créant un bref écho qui annonce ton entrée. Tu ressors de l'autre côté dans la ville haute, et immédiatement le caractère de l'espace change, devenant plus formel, plus intentionnellement organisé. La rue est ici plus large qu'en contrebas, assez ample pour des processions cérémonielles, bordée de bâtiments plus importants, des structures qui parlent de richesse et de pouvoir. Ces bâtiments sont encore majoritairement en bois, mais leur construction est plus élaborée, avec des éléments sculptés autour des portes et des fenêtres, des détails peints qui, de jour, montreraient des couleurs vives. L'église au-dessus de la porte s'inscrit dans un ensemble plus vaste d'architecture sacrée qui ponctue la ville haute, des églises marquant des lieux essentiels et sanctifiant l'espace urbain. Tu remarques combien cet endroit est calme, plus calme encore que les rues en contrebas, comme si les portes filtraient non seulement les personnes mais aussi les sons. Les bâtiments autour de toi sont presque tous plongés dans l'obscurité, leurs volets fermés, leurs habitants endormis, et la rue semble presque abandonnée, entièrement livrée à la nuit. Mais cet abandon est paisible plutôt qu'inquiétant. Le silence évoque la sécurité plus que le danger, le repos plutôt que la désertification. La rue se prolonge depuis les portes vers l'intérieur de la ville haute, et tu la suis, tes pas étant le seul bruit dans cette immobilité profonde. Sur ta droite, tu remarques un grand bâtiment de bois, sans doute la demeure d'un noble, dont la taille et la position près des portes signalent le rang et l'importance. Le bâtiment compte 2 niveaux avec un toit pentu, plusieurs fenêtres toutes closes et un porche couvert qui longe la façade. Par une fente autour d'un volet, tu aperçois une faible lumière, suggérant que quelqu'un est encore éveillé, peut-être en veille, incapable de dormir ou occupé à une tâche tardive. Les murs sont faits de larges rondins soigneusement ajustés, calfeutrés de mousse et d'argile, une technique qui permet à la construction de durer des décennies si elle est entretenue. L'architecture en bois du Kiev médiéval est raffinée, issue de siècles d'expérience dans les régions forestières, avec une connaissance intime du matériau et de ses contraintes. La rue s'incurve doucement en suivant le contour du sommet, et tu observes que même ici, dans la partie la plus planifiée de la ville, le terrain impose sa logique. Les bâtiments s'adaptent aux pentes légères, les rues évitent les déclivités trop fortes et la topographie naturelle reste perceptible sous les constructions humaines. Tu passes devant une autre église, plus grande que celle des portes, reconnaissable dans l'obscurité à la croix qui surmonte sa coupole. Cette église est probablement en pierre ou en brique, une construction rare et coûteuse qui signale une importance particulière,
peut-être une cathédrale ou une fondation princière. Les bâtiments de pierre restent exceptionnels à Kiev, la plupart étant en bois, mais des projets ambitieux utilisent de plus en plus la pierre, faisant venir des maîtres byzantins et leurs techniques. L'église est entièrement sombre et silencieuse. Ses lourdes portes closes, mais sa masse est tangible, solide et durable parmi les structures de bois. Tu remarques que l'espace autour de l'église est pavé de pierre, des dalles plates posées pour créer une surface stable destinée aux cérémonies et aux rassemblements. Ce pavement fait partie des rares surfaces de pierre au niveau du sol. La plupart des rues de Kiev étant en terre battue ou en planches de bois, la pierre étant trop précieuse pour un usage courant. La rue continue au-delà de l'église et tu poursuis ton chemin, t'enfonçant davantage dans le dédale de rues et de bâtiments de la ville haute. Ici, les constructions se rapprochent encore, exploitant au maximum l'espace limité du sommet, et les rues deviennent des couloirs intimes entre des murs de bois. Tu remarques des portails intégrés aux murs, menant à des cours intérieures, des espaces privés dissimulés derrière les façades publiques où les foyers mènent leur vie quotidienne. Ces cours sont invisibles depuis la rue, cachés derrière murs et bâtiments, mais leur existence façonne le tissu urbain en créant des couches d'espace. La rue débouche sur une petite place, un espace ouvert d'une douzaine de mètres de large, où le ciel est plus visible et où les nuages glissent lentement devant les étoiles. La place n'est pas pavée, seulement de la terre dure lissée par le passage et balayée avec soin, vide à cette heure à l'exception d'un puits de bois en son centre. Le puits sert au foyer alentour, fournissant une eau tirée de profondeur sous la colline, et il est couvert d'un couvercle de bois pour éviter accidents et impuretés. Autour de la place, les bâtiments se tournent vers l'intérieur, créant une sensation d'enclos, et leurs fenêtres donnent toutes sur cet espace commun, permettant d'observer la vie du voisinage. Le jour, cette place serait animée, avec des gens venant chercher de l'eau, discutant avec les voisins, des enfants jouant, la vie sociale ordinaire du quartier. Mais maintenant tout est silencieux, le puits inutilisé, les bâtiments plongés dans l'ombre, chacun retiré dans l'intimité derrière portes et volets fermés. Tu traverses la place lentement, tes pas résonnant dans le calme, et tu remarques combien la terre est lisse ici, polie par un usage constant. Au-delà de la place, plusieurs rues s'ouvrent, offrant des choix, et tu en prends une qui semble suivre la ligne du sommet plutôt que de descendre. Cette rue est plus étroite que l'axe principal venant des portes, à peine assez large pour 2 personnes côte à côte, et elle est bordée de bâtiments plus modestes. Il s'agit sans doute des habitations d'artisans ou de fonctionnaires de rang inférieur, au service des puissants sans appartenir eux-mêmes à l'élite. Les bâtiments sont simples mais solides, des constructions en bois bien faites, pensées pour durer et nécessiter peu d'entretien. Certains possèdent de petits ateliers attenants, des espaces où s'exercent des métiers comme le travail du cuir, le tissage ou le métal. Mais tous les ateliers sont fermés à présent, leurs volets solidement verrouillés, leurs feux éteints, le travail suspendu jusqu'au matin. La rue s'incurve et monte légèrement, suivant les irrégularités de la colline, et tu remarques combien Kiev n'est jamais vraiment plate, toujours en montée ou en descente. Cette verticalité fait partie du caractère de la ville, de ce qui la distingue des cités bâties sur les plaines aux rues droites et nivelées. Tu passes devant un bâtiment plus important, légèrement en retrait de la rue, appartenant sans doute à un personnage de haut rang, un boyard ou un marchand fortuné. Le bâtiment repose sur des fondations de pierre, rares et coûteuses, avec des murs de bois au-dessus et un toit couvert de bardeaux plutôt que de chaume. Le choix des bardeaux indique la richesse et le souci de la sécurité contre l'incendie, ces matériaux étant moins inflammables et plus durables, mais bien plus chers. Par une ouverture entre 2 bâtiments, tu aperçois l'obscurité au-delà de la ville, la pente qui descend vers les niveaux inférieurs, rappelant l'étendue limitée du sommet. La ville haute n'occupe qu'un espace restreint, suffisant pour les églises, les palais et quelques résidences, mais la majorité de la population vit plus bas, sur les pentes et près du fleuve. La rue poursuit son tracé sinueux, et tu continues de la suivre, ton pas lent et régulier, ta respiration calme, ton esprit apaisé. Tu observes que même ici, pour les bâtiments les plus importants, le bois reste dominant,
traditionnelle, maîtrisée, abondamment disponible. Les forêts autour de Kiev fournissent un bois presque inépuisable, et les bâtisseurs ont développé des techniques qui permettent des constructions impressionnantes. La construction en rondins permet des édifices massifs, et lorsqu'ils sont enduits et peints, ces bâtiments de bois peuvent paraître aussi majestueux que ceux de pierre. La rue te conduit peu à peu vers le point le plus élevé de la colline, là où se trouve l'enceinte du prince, bien que tu ne t'en approches pas directement. Cette enceinte est gardée et privée, entourée de ses propres murs et accessible seulement par des portes contrôlées, et tu n'as aucune raison d'y entrer. Mais tu en perçois la présence, centre du pouvoir, lieu où Kiev est gouverné, où se prennent les décisions qui touchent toute la principauté. La rue s'écarte de ce centre, te ramenant vers des zones plus accessibles, et tu acceptes cette orientation, suivant la logique de la ville. Tu remarques combien la ville haute est paisible à cette heure, éloignée du bruit et de l'agitation qui doivent la remplir pendant la journée. Le calme nocturne révèle la structure profonde de la ville, ses lignes essentielles débarrassées de l'activité quotidienne, et cette simplicité nue apaise l'esprit. Les bâtiments de bois se tiennent dans l'ombre avec patience, les églises attendent dans une dignité silencieuse, les rues restent vides et disponibles, toutes reposant dans la douceur de la nuit. Et tu marches parmi elles, provisoire et discret, traversant ce lieu ancien qui existait avant toi et qui continuera longtemps après. La ville haute de Kiev t'entoure, protégée par ses portes, élevée au-dessus du fleuve, couronnée d'églises et habitée par le pouvoir, et tu t'y déplaces lentement, avec respect. Tu marches maintenant au cœur de la ville haute, suivant des rues qui serpentent sur le sommet de la colline, reliant églises et résidences, marchés et bâtiments administratifs, dans un tissu urbain ancien et dense. Ces rues comptent parmi les plus anciennes de Kiev, des chemins polis par des générations de pas, des tracés établis lorsque la ville a pris forme et qui ont très peu changé depuis. La rue que tu suis est étroite, peut-être large de 2,5 mètres, comprimée entre des bâtiments de bois qui s'élèvent de 2 ou 3 étages de chaque côté. Les bâtiments sont construits très proches les uns des autres, exploitant chaque parcelle du sommet limité, et ils forment des parois qui canalisent ton mouvement et définissent le chemin possible. Les murs sont faits de rondins posés horizontalement, de lourdes pièces de bois d'un diamètre impressionnant, assemblées par des angles entaillés qui verrouillent la structure et lui donnent sa stabilité. Entre les rondins, les interstices sont comblés de mousse et d'argile pour isoler du froid hivernal, et les surfaces extérieures sont souvent enduites pour protéger le bois. Certains bâtiments laissent apparaître leur structure de rondins, le bois patiné virant au gris sombre, tandis que d'autres sont recouverts d'un enduit peint dont les couleurs restent invisibles dans l'obscurité. Les toits au-dessus de toi sont pentus, conçus pour évacuer la neige et la pluie, et couverts de bardeaux de bois, de fines plaques qui se chevauchent comme des écailles. Ces toits dépassent légèrement des murs, formant des avant-toits qui protègent les structures de bois de l'eau, une nécessité dans un climat de pluie abondante et de fonte des neiges. En levant les yeux, tu vois les lignes de toits dessiner des motifs irréguliers contre le ciel nuageux, des hauteurs et des angles variés, rien d'uniforme ni de strictement planifié. Cette irrégularité reflète une croissance organique, chaque bâtiment ayant été construit au moment où il devenait nécessaire, s'insérant dans l'espace disponible, s'adaptant au terrain et aux constructions voisines. Le sol sous tes pieds est de la terre battue, dure et sèche après l'été, polie par le passage constant mais marquée de légères ondulations. Tu ressens ces montées et ces creux subtils, traces du relief naturel en dessous, le sommet de la colline n'étant jamais parfaitement plat. Tes pas produisent des sons doux sur cette terre, amortis et absorbés, créant une perturbation minimale dans le silence profond de la ville nocturne. Les bâtiments que tu longes sont principalement résidentiels, demeures de marchands et d'artisans, de fonctionnaires et de serviteurs, de tous ceux qui font fonctionner la ville haute. De petites fenêtres ponctuent les murs de bois, des ouvertures munies de volets maintenant fermés, scellant la chaleur et l'intimité à l'intérieur. Les volets sont de simples panneaux de bois, certains ornés de motifs sculptés, la plupart sobres et fonctionnels, montés sur des gonds pour s'ouvrir vers l'extérieur. Le verre est rare et coûteux, réservé aux églises et aux demeures les plus riches,
et la plupart des fenêtres dépendent entièrement des volets pour la protection et la discrétion. Par les fentes de quelques volets, tu perçois une lueur très faible, à peine suffisante pour suggérer des bougies ou de petites lampes à huile allumées à l'intérieur. Le cuivre médiéval fonctionne la nuit avec très peu de lumière. Le combustible étant précieux et le feu dangereux, les familles n'utilisant que l'éclairage strictement nécessaire. Cette lumière indique des personnes encore éveillées, peut-être occupées à terminer des tâches du soir, à prier avant le sommeil, ou simplement réticentes à laisser s'achever la journée. Mais la majorité des bâtiments sont plongés dans l'obscurité, leurs occupants déjà endormis, et la rue paraît plus abandonnée qu'habitée, livrée à la nuit. Tu remarques des portes encastrées dans les murs de bois, de lourdes portes faites de planches épaisses, renforcées de bandes de fer et munies de serrures solides. Ces portes témoignent du besoin de sécurité, des biens de valeur conservés à l'intérieur, de la nécessité de se protéger contre le vol ou la violence. Kiev est généralement paisible, mais comme toute ville, elle comporte des risques, et les habitants prennent leurs précautions en fermant soigneusement leurs maisons à la nuit tombée. Toutes les portes sont closes à présent, personne n'entre ni ne sort à cette heure, le seuil entre la rue publique et la maison privée restant scellé jusqu'au matin. La rue se courbe pour suivre le contour du sommet, et tu remarques qu'elle ne reste jamais droite bien longtemps, toujours infléchie, toujours en adaptation. Ces courbes constantes créent un intérêt visuel, empêchent les longues perspectives et donnent à la ville une impression de complexité supérieure à sa taille réelle. Tu passes devant une petite chapelle, reconnaissable même dans l'obscurité par sa forme, une construction de bois à coupole unique, sans doute édifiée par une famille aisée pour un culte privé. La chapelle est minuscule, peut-être à peine 5 mètres de côté, juste assez grande pour une petite assemblée, mais sa présence confère à ce quartier une dimension sacrée. Le christianisme orthodoxe imprègne Kiev avec des églises et des chapelles disséminées dans toute la ville, offrant des lieux de prière à chaque niveau de la société. La chapelle est sombre et verrouillée, les offices du soir étant terminés si elle en accueille régulièrement, certaines n'étant ouvertes qu'à des occasions particulières. Au-delà de la chapelle, la rue se poursuit, et tu remarques que les bâtiments deviennent légèrement plus grands, suggérant un secteur plus aisé de la ville haute. Ces constructions montrent davantage d'investissement, des finitions de bois plus soignées, des éléments décoratifs plus nombreux autour des portes et des fenêtres. Certains bâtiments possèdent des porches couverts, des plateformes de bois avec un toit soutenu par des poteaux sculptés, créant des espaces semi-extérieurs où l'on peut s'asseoir. Ces porches signalent un certain statut, indiquant que le foyer dispose d'espace et de ressources au-delà du strict nécessaire, capable d'investir dans le confort et l'apparence. La rue s'élargit légèrement, atteignant peut-être 3 mètres de large, et tu y perçois une organisation plus volontaire, des bâtiments reculés de façon plus régulière. Cette portion plus large a peut-être été destinée à un usage de marché, permettant l'installation d'étals temporaires, bien qu'aucune activité n'ait lieu à présent. L'espace paraît formel malgré son vide, la largeur accrue et les bâtiments plus importants donnant une impression d'importance civique plutôt que strictement résidentielle. Tu observes que le sol porte des traces d'usure spécifiques, suggérant l'emplacement régulier d'étals ou de rassemblements cérémoniels. Les villes médiévales utilisent leurs rues pour de multiples fonctions. Un même espace servant à différents usages selon les moments, une gestion efficace d'un espace urbain limité. La rue commence à descendre légèrement en suivant la pente naturelle de la colline, et tu ressens ce changement dans tes jambes, passant du plat à la déclivité. La descente est douce mais perceptible, et tu ralentis encore, contrôlant ton allure, prêtant attention à la pose de tes pieds sur le sol irrégulier. Les bâtiments se poursuivent de part et d'autre, maintenant la densité caractéristique de la ville haute, et la rue reste étroite malgré l'élargissement précédent. Tu passes devant un puits, sa structure de bois s'élevant au bord de la rue, et tu remarques son implantation réfléchie pour servir efficacement les maisons alentour. Les puits sont une infrastructure urbaine essentielle, surtout sur les sommets où l'eau doit être tirée de grandes profondeurs, ce qui demande un effort considérable. Celui-ci est couvert d'un couvercle de bois et sécurisé par un simple verrou,
évitant les manipulations et garantissant une eau propre aux foyers qui en dépendent. Autour du puits, le sol est particulièrement lisse, poli par les pas innombrables de ceux qui viennent y puiser l'eau, traces visibles de routines quotidiennes répétées durant des années. La rue poursuit sa descente, et tu remarques que le caractère des bâtiments change encore, devenant plus modeste, reflétant une position sociale plus basse. La ville haute de Kiev possède ses propres gradations internes, le point le plus élevé étant réservé aux plus puissants, les zones inférieures accueillant ceux de moindre importance. Cette organisation verticale est à la fois pratique et symbolique, l'élévation correspondant au statut, la hauteur physique reflétant la position sociale. Les bâtiments ici restent solides mais plus simples, moins d'ornements, une conception plus directe et fonctionnelle. Ce sont les maisons d'artisans et de petits marchands, des personnes au service des puissants sans appartenir à l'élite, indispensables au fonctionnement de la ville. La rue s'aplanit en atteignant un petit replat sur la colline et tu découvres un espace ouvert plus large, peut-être une petite place ou un lieu de rassemblement. Cet espace n'est pas pavé, seulement de la terre battue, mais il est plat et dégagé, signe d'un entretien régulier et d'un usage fréquent. Le long des bords de la place, tu distingues des bâtiments qui pourraient être des ateliers, des structures avec des portes et des ouvertures plus larges adaptées au travail artisanal. Mais tout est fermé et sombre à présent, l'activité suspendue, les outils rangés, la production mise en pause jusqu'au matin. La place est paisible dans son vide, un espace qui existe sans exiger d'usage, se reposant entre ses fonctions diurnes. Tu traverses lentement la place, remarquant que tes pas résonnent légèrement différemment sur la terre tassée, renvoyée par les bâtiments environnants. Au-delà, une autre rue s'ouvre et continue le long du sommet, et tu la suis, attiré par la continuité et le rythme de la marche. Cette rue est particulièrement étroite, à peine 2 mètres de large, et les bâtiments penchent légèrement vers l'intérieur, leurs étages supérieurs avançant au-dessus des niveaux inférieurs. Cela crée une sensation d'enveloppement, presque de tunnel, les murs de bois assez proches pour être touchés de chaque côté si tu tendais les bras. Cette étroitesse offre une ombre précieuse durant la chaleur estivale et canalise les courants d'air, rafraîchissant la rue lors des saisons chaudes. Mais maintenant, dans l'air immobile de la nuit, cette étroitesse crée surtout une intimité, une impression d'être tenue par l'architecture, guidée et protégée. La rue continue de serpenter sur le sommet, parfois plane, parfois en pente, s'adaptant sans cesse au relief sous-jacent. Tu observes que les bâtiments s'adaptent aussi, leur fondation étagée pour créer des sols horizontaux malgré l'irrégularité du terrain. Cette adaptation constante témoigne du savoir-faire des bâtisseurs, de leur compréhension du site et de la structure, de leur capacité à édifier des constructions stables sur des terrains difficiles. L'architecture du Kiev médiéval est à la fois pratique et raffinée, développée au fil des générations, affinée pour répondre aux conditions locales. La rue te mène devant d'autres maisons, d'autres églises, d'autres ateliers, toutes variations sur les mêmes thèmes, toutes exprimant des schémas fondamentaux similaires. Construction en bois, toit pentu, petites fenêtres, portes lourdes, bâtiments serrés, rues sinueuses suivant le terrain. Ces éléments se répètent avec de légères variations, formant un tissu urbain cohérent, et la traversée devient presque méditative entre répétition et nuances. Tu remarques combien ton esprit s'est apaisé, les pensées devenant rares et fugitives, l'attention se portant sur l'expérience immédiate. L'acte physique de marcher, la perception des bâtiments et des rues, la sensation de l'air nocturne se combinent pour créer une présence sans analyse. La ville haute de Kiev t'entoure, ancienne et solide, façonnée par le bois des forêts et l'effort humain, exprimant foi, pouvoir et communauté. Et tu te déplaces lentement en son sein, respirant régulièrement, attentif à l'instant, devenant partie intégrante de l'existence nocturne de la ville. Les bâtiments de bois demeurent patients dans l'obscurité, les églises attendent dans une dignité silencieuse, et les rues poursuivent leur tracé sinueux sur la colline. Et toi aussi tu continues, marchant sans destination, présent sans objectif. Simplement là,
dans cette cité ancienne dressée sur sa hauteur au-dessus du Dnipro. La rue que tu suis commence maintenant à descendre de façon plus perceptible, quittant le plateau de la ville haute pour entamer le chemin vers les quartiers inférieurs près du fleuve, et cette transition se fait presque sans rupture, comme si le relief lui-même te prenait doucement en charge. C'est l'une des descentes anciennes de Kiev, un passage qui relie le centre du pouvoir sur la colline au district de commerce plus bas, une voie polie par des siècles d'allées et venues, par des pas, des charges, des roues, par tout ce qui a dû circuler entre le haut et le bas. La pente n'est pas raide au début, seulement une inclinaison régulière, et pourtant tu la sens dans tes jambes, ce glissement du corps qui passe de la montée, ou du plat, à une descente contrôlée où l'équilibre devient plus conscient. Ton allure ralentit d'elle-même, le corps s'ajuste au changement, les muscles travaillent autrement pour retenir le mouvement, pour maintenir une stabilité simple et continue dans l'obscurité. De part et d'autre, les bâtiments restent solides, de grandes structures de bois qui semblent s'appuyer sur la colline, comme si elles se brassaient contre la pente, et tu remarques leurs fondations en palier, chaque niveau creusé dans le relief pour offrir une assise au-dessus. Les murs sont faits de lourds rondins, de grands bois qui parlent de forêts anciennes, d'arbres qui ont grandi longtemps avant d'être abattus, et l'assemblage est précis, les angles entaillés et verrouillés, la structure conçue pour durer, génération après génération. Par endroits, tu vois des soubassements de pierre, des blocs extraits des environs et empilés pour former une base stable, une résistance à l'érosion et au tassement, et ces fondations plus coûteuses suggèrent des maisons importantes, celles de marchands riches, ceux qui tiennent les liens entre la ville haute et la ville basse. La descente continue, la pente augmente graduellement, et tu sens ton poids se déplacer vers l'avant, ce qui exige une attention plus fine pour ne pas accélérer, un petit ajustement constant qui maintient le mouvement lent et sûr. Tu remarques aussi que le sol change, la terre battue n'est plus seule, elle est renforcée par endroits de planches de bois posées en travers de la pente, pour donner de l'adhérence, pour limiter l'érosion sous la pluie, pour rendre le passage plus fiable aux charrettes comme aux marcheurs. Ces planches sont lissées par l'usage, assombries par l'âge et la météo, et quand tu poses le pied dessus, le son devient différent, un choc sourd et creux, discret mais distinct, alors qu'entre ces sections, la terre porte des sillons laissés par les roues et par l'eau qui a creusé ses propres chemins. À mesure que tu descends, les bâtiments se rapprochent, la rue se resserre peut-être à 2 mètres à peine, et l'impression qu'ils penchent vers toi devient plus forte, leurs étages supérieurs se rapprochant au-dessus de ta tête au point de presque se toucher, créant une sorte de voûte protectrice. En levant les yeux, tu ne vois plus qu'un ruban étroit de ciel nuageux, où des étoiles apparaissent puis disparaissent au rythme des nuages, et ce sentiment d'enveloppement devient profond, comme si la pente te tirait doucement vers le bas pendant que l'architecture t'empêche de t'écarter. Tu remarques des portes dans ces façades, certaines au niveau de la rue, d'autres légèrement surélevées sur de petites plateformes, à cause de la pente et pour se protéger de l'eau, et tout est fermé, tout est verrouillé, aucun son n'en sort, comme si la nuit avait déjà établi son ordre. Les murs de bois sont assez proches pour être touchés, et parfois tu tends la main, effleurant les rondins ou l'enduit, cherchant un appui simple, un contact qui te ramène au réel, et le bois est frais, légèrement humide de l'air nocturne, avec cette odeur particulière de vieux timber, organique et terreuse. La descente se poursuit avec la même régularité, et tu descends avec elle, la respiration ajustée à cet effort discret de contrôle, en pensant sans insister que les habitants d'autrefois ont parcouru ce même passage d'innombrables fois, chargés d'eau, de biens, ou simplement de leur journée, allant et revenant entre les 2 mondes de la ville. Descendre demande moins que remonter, mais dans l'obscurité cela exige tout de même de l'attention. Et tu remarques aussi que la pente modifie l'acoustique, comme si les sons pouvaient glisser vers le bas plus facilement, même si, à cette heure, il n'y a rien à emporter, seulement le murmure de tes pas et le rythme de ton souffle. La rue se courbe légèrement, suivant le chemin le plus naturel sur le flanc de la colline, et cette courbe te prive d'une longue vue, tu ne distingues que 20 ou 30 pas devant toi, le prochain segment de pente, les façades serrées, puis l'obscurité qui attend après le virage, et cela donne au trajet une sensation de découverte calme, comme si la descente se révélait morceau par morceau. Les bâtiments montrent des différences de période, certains plus anciens et plus simples, d'autres plus récents, plus travaillés,
rappelant que Kiev se reconstruit toujours, que des structures disparaissent et renaissent selon l'usure, la richesse, l'ambition, et au passage tu vois un petit oratoire encastré dans le mur d'une maison, une niche de bois avec une icône et une petite lampe à huile éteinte, dont il reste pourtant une odeur légère. Et la forme sombre de l'icône se devine à peine. Ces oratoires sont fréquents, des points de prière rapides, des signes qui relient le quotidien à la pratique spirituelle, et tu continues à descendre tandis que la pente se fait plus marquée, nécessitant des pas encore plus précis, et tu remarques alors des marches de bois installées sur les sections les plus raides, des planches grossièrement taillées enfoncées dans la terre pour former une sorte d'escalier. Chaque marche est différente, en hauteur comme en profondeur, usée de façon inégale, et tu descends lentement, testant avant de poser tout ton poids, ta main glissant le long du mur pour garder l'équilibre, et ces marches te font perdre encore un peu d'altitude avant que la pente ne redevienne plus douce et plus praticable. Les maisons continuent de créer des terrasses, de petits replats taillés dans la colline pour que les bâtiments reposent à niveau, des solutions apprises avec le temps pour empêcher le glissement, pour répartir le poids, et dans cette répétition de pas prudents, tu sens une sorte de rythme méditatif, l'attention au corps empêchant l'esprit de s'éloigner. Ta respiration devient plus profonde, plus régulière, presque synchronisée avec tes pas, et le bois autour de toi paraît encore plus sombre. Peut-être parce que tes yeux se sont adaptés à la nuit et perçoivent moins de nuances, tandis que la descente continue de tourner, et que, plus bas, tu distingues enfin quelques lumières, des lueurs faibles qui signalent la ville basse près du fleuve, là où vivent marchands et artisans. Ces lumières offrent une direction sans te presser, et tu avances sans hâte, la rue s'élargissant légèrement à l'approche des niveaux inférieurs, comme si elle se préparait à rejoindre des voies plus plates, plus ouvertes, et tu remarques que les bâtiments changent de caractère, devenant plus tournés vers le commerce, avec des ouvertures plus larges, des portes et des fenêtres pensées pour s'ouvrir le jour, pour montrer des biens, pour accueillir des clients. Tout est fermé à présent, l'activité suspendue jusqu'au matin, mais la forme même des façades annonce cette vie diurne, et tu sens aussi la pente se relâcher, la nécessité constante de retenir ton corps disparaissant peu à peu, jusqu'à ce que la rue devienne presque plane, puis vraiment plane, sans que tu puisses dire à quel moment précis la descente s'est achevée. Tu as quitté la ville haute et tu es entré dans la ville basse, reliant les hauteurs du pouvoir et du sacré au bord plus pratique du fleuve, et même si la durée est difficile à estimer, tu sens dans tes jambes que tu as descendu longtemps, qu'une différence de niveau s'est dissipée derrière toi. Autour de toi, ce sont maintenant les bâtiments de Podil, l'ancien district marchand, là où la ville s'est enracinée, là où les échanges se font près de l'eau, et derrière toi la pente remonte dans l'obscurité, invisible mais présente, comme un lien silencieux entre ces deux espaces. Tu restes un instant au bas de la descente, respirant calmement, le corps réhabitué au sol plat, et l'air de la nuit te semble légèrement différent ici, plus humide, touché par la présence du Dnipro, portant une odeur légère d'eau, tandis que les rues s'étendent plus horizontalement sur la plaine riveraine, plus ouvertes, moins serrées, avec des bâtiments plus bas et des passages plus larges. Podil, la nuit, est aussi calme que la ville haute, mais ce calme n'a pas la même forme, il paraît plus étalé, plus respirable, et tu avances dans ce nouvel espace, ta descente terminée, prêt à regarder Kiev depuis cette autre hauteur, depuis cette autre perspective. Tu marches maintenant dans Podil, la ville basse qui s'étend sur la plaine du fleuve, la partie la plus ancienne de Kiev, là où les marchands se sont installés il y a des siècles, quand tout a commencé au bord de l'eau et non sur les hauteurs. Les rues ici ne ressemblent pas à celles de la ville haute. Elles sont plus larges et plus régulières. Elles suivent un terrain plus plat. Elles sont pensées pour le commerce et pour le déplacement des charges, comme si l'espace lui-même avait été dessiné pour laisser passer des charrettes, des porteurs, des allées et retours incessants. Sous tes pieds, c'est toujours de la terre battue, mais elle est mêlée de gravier, parce qu'il faut drainer ici, parce que le sol est plus bas et retient l'eau, et tu sens cette différence immédiatement, une fermeté plus granuleuse, une surface qui a été améliorée pour survivre aux pluies et aux accumulations. Tu sens le fleuve tout près sans le voir. Tu le devines dans l'humidité de l'air, dans cette odeur légère d'eau qui se mêle à la nuit, et tu sais que le Dnipro coule peut-être à moins d'1 kilomètre, avec entre toi et lui des quais, des entrepôts, des endroits d'amarrage, toute une infrastructure discrète qui rend possible la richesse de la ville. Podil existe à cause du fleuve,
Il est l'interface entre le transport par l'eau et le commerce par la terre, l'endroit où les bateaux déchargent et où les charrettes se remplissent. Et même dans le silence nocturne, cette fonction semble inscrite dans la forme même des rues et des façades. Les bâtiments autour de toi sont en général plus bas, 2 étages le plus souvent, moins imposants que ceux de la ville haute. Parce qu'ici on construit pour l'usage, pour le travail, pour l'accès, pas pour la hauteur défensive ni pour l'affirmation du statut, et cette différence change la sensation de l'espace, le rend plus ouvert. Les structures restent en bois comme au-dessus, mais l'architecture insiste ailleurs, avec de grands rez-de-chaussée conçus pour des ateliers et des boutiques, et des pièces de vie plus petites au-dessus, comme si le quotidien s'empilait simplement. Le travail en bas, la famille en haut. Les murs sont faits de rondins ou d'ossatures de bois remplies de torchis, enduites ensuite, et tu imagines que, de jour, ces façades seraient claires, pâles, tandis que les toits restent assez pentus pour la neige, mais moins dramatiques que sur la colline, couverts de bardeaux de bois, parfois de chaume. Tu remarques aussi des porches et des auvents qui avancent au-dessus de la rue, créant des zones abritées où l'on peut exposer des marchandises, discuter, négocier, travailler à l'ombre ou sous la pluie, et ces détails commerciaux distinguent Podil immédiatement, même quand tout est fermé. La rue que tu suis fait peut-être 4 mètres de large, assez pour que 2 charrettes se croisent, ce qui est indispensable ici où les biens doivent circuler, et cette largeur donne une sensation moins comprimée, moins défensive, comme un lieu conçu pour le mouvement plutôt que pour l'enfermement. Tu passes devant des bâtiments qui sont clairement des boutiques, reconnaissables même la nuit grâce à leurs grandes ouvertures barricadées par des volets, et aux enseignes suspendues au-dessus des portes, des planches de bois peintes ou sculptées qui montrent des symboles, parce que beaucoup de clients ne lisent pas, et qu'un signe suffit, une botte pour le cordonnier, un pain pour le boulanger, des outils pour annoncer le métier. Tout est fermé maintenant, les panneaux épais sont rabattus et verrouillés, et ces volets sont lourds, faits de planches massives renforcées de fer, conçues pour résister, preuve que ce qui se trouve derrière a de la valeur, des stocks, des outils, des matières premières. Tu remarques aussi de petites fenêtres au niveau du sol sur certains bâtiments, des ouvertures d'ateliers qui servent à la lumière du jour quand un artisan a besoin de voir finement son travail, mais elles sont toutes obturées à présent, aucune lueur ne s'échappe, comme si la production entière avait été rangée dans l'ombre. En avançant, tu perçois des regroupements de métiers, des sections où certaines odeurs persistent. Et même des heures après l'arrêt du travail, tu sens encore la trace du cuir tanné, comme un résidu qui s'est accroché au bois et à l'air, et plus loin une note de fumée et de métal qui suggère des forgerons, des marteaux, des foyers, des métiers qui chauffent la nuit pendant la journée. Ces quartiers spécialisés rendent les choses simples pour les habitants, on sait où aller, on sait qui fait quoi. Et ils créent aussi des communautés d'artisans, des gens qui se croisent, se connaissent, échangent des gestes et des techniques, même si, à cette heure-ci, tout cela dort. La rue s'ouvre sur une petite place de marché, un espace non pavé, peut-être 20 mètres de large, entouré de bâtiments commerciaux plus grands, et tu imagines la place en plein jour remplie d'étals temporaires, de poissons, de pain, de légumes, de poteries, tout ce dont une ville a besoin chaque matin. Mais maintenant, elle est vide, seulement de la terre durcie, marquée par les traces d'un usage constant, lissée là où les stands reviennent toujours, et les bâtiments autour ressemblent à des entrepôts, de grandes portes au ras du sol, une logique de volume, de marchandises en masse, de commerce à distance. La place paraît immense dans son vide nocturne, un espace qui existe sans fonction immédiate, en attente du matin, et quand tu la traverses, tes pas sonnent plus fort qu'entre les façades serrées, avec un léger écho renvoyé par les murs alentours, comme si l'ouverture amplifiait ta présence. Au centre, tu vois un puits de pierre, chose rare dans un podil de bois, et cette pierre dit l'importance, l'investissement collectif, la volonté de sécuriser une ressource commune, et le puits est couvert, fermé, protégé, tandis que le sol autour est usé plus que partout ailleurs, poli par des années de porteurs d'eau qui ont répété les mêmes trajets. Au-delà de la place, tu choisis une rue qui t'emmène plus loin dans Podil, et cette fois l'ambiance devient plus résidentielle. On sent que les marchands et les artisans vivent ici, que les étages supérieurs sont des maisons, désormais obscures et silencieuses. Les bâtiments sont bien entretenus sans être ostentatoires, une prospérité modeste,
Un travail qui réussit sans devenir richesse éclatante, et tu remarques des signes de soin, des cadres de fenêtres sculptés, des volets peints, des entrées balayées, des détails qui disent la fierté tranquille d'un quartier qui se tient. La rue se resserre un peu, les façades se rapprochent, et malgré les rez-de-chaussée tournés vers le commerce, l'impression devient celle d'un endroit où l'on vit, où l'on rentre le soir, où l'on se lève tôt, et tu remarques même des jardins près de certaines maisons, de petites parcelles où poussent des herbes et des légumes, une agriculture urbaine qui complète ce qu'on achète. Même sans lumière, tu sens la terre, tu sens la végétation, tu entends un froissement léger de feuilles dans la brise, et cela rappelle que, même en ville, les gens restent proches des saisons, des cultures, de ce qui pousse, parce que tout ne vient pas du marché, et parce que le savoir agricole n'a jamais disparu. La rue continue à se tordre doucement, suivant des limites de propriété établies depuis longtemps, des tracés organiques plus que géométriques, et tu passes devant une petite église de bois, un dôme unique, sans éclat dans la nuit, mais dont la présence suffit à faire comprendre que Podil n'est pas seulement un lieu de commerce, c'est une communauté complète, avec ses repères spirituels et sociaux. L'église est fermée, les offices du soir sont terminés, mais elle marque le quartier comme un centre de rythme et de sens, parce que la vie à Kiev se structure autour de la foi, des cloches, des services, des habitudes, des rencontres, et même la nuit, cette structure demeure, simplement endormie. Plus loin, l'atmosphère devient plus calme, plus purement domestique, et tu vois des maisons plus simples, des logements de travailleurs des docks, de gens qui servent les entrepôts, des familles indispensables au fonctionnement de Podil, sans luxe, mais avec un abri correct, étanche, suffisant pour dormir, pour élever des enfants, pour tenir face aux saisons. Tu remarques aussi comment Podil mélange les niveaux de vie. Des marchands aisés et des artisans modestes proches les uns des autres, et ce mélange crée des liens, des rues partagées, des marchés et des églises communes, une continuité qui tient la communauté ensemble malgré les différences. Tu continues à marcher, lentement, régulièrement, l'esprit calme, et l'odeur du fleuve devient un peu plus forte, comme si tu te rapprochais du rivage, tandis que le sol révèle de petites irrégularités, des creux et des bosses que l'aménagement n'a pas effacés, et les bâtiments s'y adaptent, leurs fondations se décalant pour garder des planchers à niveau. Tu passes encore des résidences, des ateliers, des portes fermées, des signes d'une vie intégrée où l'on travaille et où l'on vit dans les mêmes lieux, et tout reste immobile, en attente, les volets baissés, les outils rangés, les fonctions commerciales suspendues, les habitants endormis. Podil ne ressemble pas à la ville haute. Il y a moins de formalités, moins de distance liée au pouvoir, moins de symboles, plus de pratiques, plus de quotidien. Et tu sens que c'est ici que la plupart des vies se déroulent vraiment, là où l'on achète, l'on vend, l'on répare, l'on construit, l'on élève des enfants. La ville haute porte l'autorité et le sacré, mais Podil porte l'économie et la communauté, la base qui soutient tout le reste, et toi tu avances dans ce quartier ancien comme un visiteur temporaire, regardant sa paix nocturne, sa patience, sa manière de tenir tranquille jusqu'à l'aube. Tu quittes maintenant la rue principale pour t'engager dans un passage étroit entre les bâtiments, attiré par la curiosité de ce qui se cache derrière les façades publiques du quartier commerçant de Podil, comme si la ville t'invitait à regarder au-delà de ce qui est montré. Ce passage fait à peine 1 mètre de large, des murs de bois patinés de chaque côté, et il s'éloigne de la rue pour mener vers les espaces intérieurs cachés du quartier, là où la vie quotidienne se déroule hors des regards. Le sol est en terre battue, un peu plus souple que celui de la rue, moins tassé par le passage constant, et tes pas n'y produisent presque aucun son tandis que tu avances lentement. Le passage est plus sombre que la rue, sans lumière ambiante, et tu progresses avec précaution, une main glissant le long du mur pour te guider dans l'obscurité. Le bois sous tes doigts est rugueux, non fini, probablement l'arrière d'un bâtiment, jamais destiné à être vu, et tu sens son odeur, ce parfum de vieux bois mêlé à l'humidité de la terre qui reste à l'ombre des constructions. Le passage décrit une légère courbe puis s'ouvre sur une petite cour, peut-être 5 mètres de côté, entièrement entourée par l'arrière des bâtiments. Cette cour est recouverte de planches de bois, des planches grossières posées sur la terre pour créer une surface sèche, une protection contre la boue lors des pluies. Les planches sont usées et irrégulières, certaines fendues ou manquantes,
montrant l'âge de la cour et son usage constant au fil des années. En levant les yeux, tu vois les murs des bâtiments s'élever sur 3 étages, des façades de bois percées de petites fenêtres, la plupart fermées par des volets, une ou deux laissant filtrer une lueur très faible. Ce sont les faces arrière des maisons tournées vers les rues principales, plus simples, plus utilitaires que les façades publiques, sans décor, sans intention de paraître. La cour sert à plusieurs foyers, donnant accès aux entrées arrière, offrant un espace pour les tâches domestiques qui demandent de la place et un peu de lumière. Dans un coin, tu remarques un puits, une structure de bois simple avec un treuil pour monter et descendre le seau, utilisé par les familles qui vivent autour de cet espace. Le puits est couvert et fermé, protégeant l'eau, et à côté se trouve un bac en bois pour la lessive, vide et sec à 7 heures. Ces éléments pratiques racontent l'usage quotidien de la cour, l'eau tirée pour cuisiner et nettoyer, le linge lavé et suspendu, les enfants jouant dans l'espace ouvert. Mais maintenant, la cour est silencieuse et vide, les familles retirées dans leur maison, l'espace abandonné à l'ombre et au calme. Tu remarques un escalier étroit fixé à l'extérieur d'un bâtiment, des marches de bois qui montent vers le 2e étage, offrant un accès indépendant au logement du haut. Ces escaliers extérieurs sont courants à Podil, permettant à chaque foyer de fonctionner séparément, sans passage intérieur partagé. Les marches sont raides et étroites, polies par des années d'allées et venues, et elles dessinent des lignes anguleuses sur le mur du bâtiment, une géométrie discrète dans la nuit. Tu fais lentement le tour de la cour, tes pas produisant un son creux et doux sur les planches, et à mesure que tes yeux s'habituent, tu remarques d'autres détails. Du bois de chauffage est empilé contre un mur, des bûches fendues rangées avec soin, prêtes à être rentrées pour la cuisine et le chauffage. À côté du bois, divers outils pendent à des chevilles, pelles et râteaux, seaux et paniers, tout ce qui sert à gérer le quotidien d'un foyer. Ces objets parlent du travail constant nécessaire pour maintenir la vie, des gestes répétés chaque jour pour nourrir, chauffer, nettoyer, organiser. La cour montre aussi une volonté de créer de la beauté au sein de l'utile, un petit jardin d'herbes pousse dans des caisses de bois, et des plantes fleuries reposent dans des pots d'argile près des portes. Les gens du moyen âge attachent de l'importance à ces touches de verdure, trouvant du plaisir à faire pousser des choses même au cœur de la ville. Tu découvres un autre passage qui quitte cette cour, poursuivant le réseau d'espaces cachés derrière les rues visibles de Podil. Ce passage est encore plus étroit que le premier, à peine 90 cm, et tu avances de côté, les épaules presque contre les 2 murs. Il est court, peut-être 3 mètres, et débouche sur une autre cour, plus petite que la précédente, de forme irrégulière. Cette cour n'est pas pavée, seulement en terre battue, et elle dessert moins de bâtiments, peut-être 2 ou 3 foyers. Au centre, quelqu'un a construit un petit four extérieur, une structure d'argile et de briques pour cuire le pain, une ressource commune partagée par les familles alentours. Le four est froid maintenant, le feu éteint depuis des heures, mais tu peux encore sentir l'odeur résiduelle de la cuisson, douce et levurée, agréable dans l'air nocturne. À côté du four, un banc bas offre un endroit pour s'asseoir, du bois usé qui a soutenu d'innombrables corps, et derrière le banc, un mur protège du vent. Cette cour est plus intime que la première, plus domestique, moins utilitaire, un lieu où les voisins se retrouvent, où les enfants jouent, où la vie se déroule tranquillement. Les bâtiments qui l'entourent sont plus simples, abritant sans doute des familles moins riches, des artisans et des ouvriers plutôt que des marchands. Mais la cour est bien entretenue, balayée, ordonnée, montrant que le soin et la dignité ne dépendent pas de la richesse. Tu remarques un petit sanctuaire encastré dans le mur d'un bâtiment, une niche de bois contenant une icône à peine visible dans l'obscurité. Des fleurs fraîches sont déposées devant l'icône, placée récemment, signe d'une dévotion toujours vivante, d'une pratique quotidienne de la foi même dans cet espace caché. Le christianisme orthodoxe imprègne tous les niveaux de la société de Kiev, riches et pauvres entretenant des icônes et des sanctuaires, priant pour la protection et la bénédiction. Tu restes immobile un instant dans cette cour, respirant l'air de la nuit, écoutant le silence profond, ressentant le caractère paisible de cet endroit dissimulé. Au-dessus de toi,
Le ciel nuageux dérive lentement, quelques étoiles apparaissent par moments, et l'air chaud reste stable, sans vent pour troubler le calme. D'un bâtiment, tu entends brièvement le cri d'un bébé, un son fin qui monte puis s'éteint, apaisé par l'attention d'un parent, et le silence revient. Ce son te rappelle que ces cours ne sont pas vides mais pleines, que derrière les murs de bois, des familles dorment, des vies suivent leur rythme. Tu trouves un troisième passage et tu l'empruntes, et celui-ci mène à la plus grande cour jusqu'à présent, peut-être 8 mètres de large, desservant tout un groupe de bâtiments. Cette cour est pavée de pierre, des dalles irrégulières ajustées ensemble, plus durables que le bois, suggérant un investissement collectif important dans cet espace partagé. Au centre se trouve non pas un puits mais une citerne, une grande structure de stockage d'eau, collectant sans doute l'eau de pluie des toits environnants. La citerne est construite en bois et étanchéifiée au goudron, une structure solide qui représente des ressources considérables et un effort coopératif. Autour d'elle, le pavage est poli par l'usage, et tu distingues des traces sombres d'éclaboussures, marques laissées par des années de seaux remplis et vidés. Les bâtiments autour de cette cour sont plus hauts et mieux construits, suggérant des habitants plus aisés, des marchands prospères ou des maîtres artisans. Certaines fenêtres contiennent du verre, luxe rare et coûteux, signe de richesse, même si tout est fermé et plongé dans l'obscurité maintenant. La cour a une apparence plus ordonnée, les bâtiments alignés plus régulièrement, le sol mieux aménagé, preuve d'une conception réfléchie plutôt que d'une croissance spontanée. Tu remarques un passage couvert le long d'un côté, un toit de bois soutenu par des poteaux, créant un espace abrité pour le travail ou le stockage. Sous cet abri, des tonneaux et des caisses sont empilés, des marchandises stockées ou préparées pour le transport, signe d'une activité commerciale qui se déroule loin des rues. Ces cours sont l'endroit où l'économie de Podil fonctionne réellement, où les biens sont déplacés, stockés, préparés, où le travail s'effectue hors de la vue publique. La combinaison de fonctions résidentielles et commerciales crée une efficacité naturelle, les familles vivant au-dessus de leurs espaces de travail, sans distance inutile. Tu fais lentement le tour de cette grande cour, observant son organisation, appréciant la manière dont le privé et le public, le travail et la maison s'entremêlent. La kive médiévale ne sépare pas les fonctions comme le feront les villes plus tardives. Tout est mélangé, dense, complexe, formant un tissu urbain vivant. Tu trouves un passage qui ramène vers les rues principales et tu le suis, quittant les cours cachées pour déboucher à nouveau sur une voie publique. La transition est nette, de l'espace intime et fermé de la cour à l'ouverture de la rue, du monde semi-privé à l'espace commun. La rue paraît plus large et plus vide après la compression des cours, et tu t'arrêtes un instant pour t'adapter à ce changement. Mais tu emportes avec toi le souvenir de ces espaces intérieurs, des cours dissimulés derrière les façades de Podil, des mondes privés où la vie quotidienne se déploie. Ces cours sont essentiels pour comprendre Kiev, révélant la structure en couches de la ville, la manière dont les espaces publics et privés s'entrelacent. Tu reprends ta marche le long de la rue, et désormais les bâtiments te semblent différents, comme si tu savais ce qu'ils cachent, ces jardins secrets, ces ateliers dissimulés derrière les murs. Podil n'est pas seulement ce qui se montre sur les rues, mais aussi ce qui se cache dans les cours, l'ensemble complet de la ville visible et invisible. La nuit enveloppe tout cela, rues et cours, public et privé, montrés et dissimulés, reposant ensemble dans l'obscurité tiède. Et tu avances dans cet espace complexe, observant ses couches, ressentant son organisation, laissant la paix nocturne t'accompagner doucement. Le chemin recommence à monter. Tu as laissé derrière toi les cours de Podil, les ruelles étroites, les mondes cachés derrière les murs, ces espaces intimes où la ville se replie sur elle-même. Tout cela reste maintenant en contrebas, se déposant lentement dans la nuit. Le sol sous tes pieds s'élève de nouveau, pas brusquement, pas de façon raide, mais avec une régularité claire et continue. Et tu le sens dans tes jambes, dans le déplacement subtil de ton poids à chaque pas, la pente est douce mais persistante, comme si la ville te soulevait à nouveau. L'air change pendant que tu montes, il devient plus calme, pas silencieux car la nuit ne l'est jamais vraiment, mais plus spacieux, les sons se raréfient,
L'épaisseur sonore des rues basses disparaît peu à peu, et tes pas résonnent plus clairement, chaque mouvement ayant désormais plus d'espace autour de lui. Tu t'approches des terres du monastère, la Lavra, l'un des lieux les plus anciens de Kiev, installé sur cette colline depuis près de 1000 ans, observant la ville grandir et se transformer autour de lui, tout en restant à part, comme s'il existait dans un autre temps. Le chemin décrit une légère courbe, des arbres bordent d'un côté, leurs branches nues et immobiles se découpant contre le ciel nocturne, de l'autre côté un mur bas en pierre marque une limite, peut-être un jardin ou une cour, tu ne distingues pas clairement dans l'obscurité, mais tu ressens la frontière, le seuil. Tu marches lentement, sans aucune urgence, la nuit est profonde et longue, et le monastère n'a pas bougé depuis des siècles. Il sera encore là bien après cette nuit. Le sol continue de s'élever, ta respiration devient un peu plus ample avec l'effort, mais l'effort est doux, presque réchauffant, ton corps trouve facilement son rythme. Pas, souffle, un mouvement ancien et naturel. Devant toi apparaît la silhouette d'un mur, de la pierre, épaisse, très ancienne, un mur qui semble sortir directement de la colline, comme si la terre elle-même avait décidé de se dresser ici pour marquer une limite, pour séparer un espace du reste du monde. Tu t'approches et tu t'arrêtes, ta main se pose sur la pierre, fraîche sous la paume, rugueuse par endroits, lissée ailleurs, usée par le temps, par la pluie, par les mains de tous ceux qui t'ont précédé, et tu ressens son âge non comme une idée mais comme une réalité physique. Cette pierre était déjà ancienne lorsque la ville autour était encore jeune. Tu longes le mur, il ondule doucement, sans angle brusque, chaque section menant naturellement à la suivante, et une arche apparaît, suffisamment large pour un chariot, simple, sans ornement, une forme pure, fonctionnelle, belle dans sa simplicité. Tu passes sous l'arche et l'espace s'ouvre. La cour du monastère s'étend devant toi, large et immobile, le sol redevenu plat après la montée, pavé de vieilles pierres qui captent la faible lumière de la nuit, la lune, les étoiles, le reflet lointain de lampes invisibles au-delà des murs. Tes pas résonnent doucement lorsque tu entres dans la cour, un écho discret, comme une conversation tranquille entre tes mouvements et la pierre, entre le déplacement et l'immobilité. Tu t'arrêtes au centre et tu te tournes lentement. Les bâtiments du monastère t'entourent, bas pour la plupart, construits dans une pierre claire, des formes simples, des toits qui suivent la logique du refuge, monter, culminer, redescendre, les fenêtres sont noires, les portes fermées, tout repose. Et au-dessus, les dômes s'élèvent. Tu lèves la tête et tu regardes les dômes de la Lavra, si familiers de jour, dorés, brillants, visibles depuis toute la ville, mais la nuit ils sont différents. Ils deviennent des formes avant d'être des symboles, des volumes sombres contre le ciel, ronds, stables, posés sur leurs tambours, sur les églises, sur la colline elle-même. Ils ne brillent pas maintenant, l'or disparaît dans l'obscurité, il ne reste que la forme, la courbe, la manière dont chaque dôme s'élève depuis sa base et se rassemble vers le sommet, vers la croix qui marque son point le plus haut. Plusieurs dômes sont visibles d'où tu te tiens, la grande église, la cathédrale de la Dormition. D'autres encore, différents par leur taille mais unis par la même géométrie fondamentale, une forme qui évoque l'abri, le ciel, le lien entre la terre et l'air. Tu restes longtemps à les observer, parfaitement immobiles, ils ne changent pas, ils existent simplement, tenant leur forme dans la nuit, tenant l'espace autour d'eux. Sur ta gauche se dresse le clocher, beaucoup plus haut que les églises, plusieurs niveaux de pierre s'élevant droit dans l'obscurité, couronné par son propre dôme et sa croix, un repère vertical dans la nuit horizontale, visible de loin, impossible à confondre. Tu n'es pas perdu pourtant, tu sais exactement où tu es, dans la cour, sous les dômes, sur la colline. Tu recommences à marcher lentement le long du bord de la cour, les pierres sous tes pieds sont douces, usées par des siècles de passage, moines, pèlerins, princes, gens ordinaires, tous ont laissé leurs traces imperceptibles, jusqu'à ce que la pierre devienne accueillante, prête à recevoir le poids sans résistance. Tu le sens sous tes pieds. Les pierres ne s'opposent pas à ta marche, elles acceptent, comme elles ont accepté tant d'autres pas avant les tiens. Le long d'un côté de la cour se trouve une galerie couverte, des colonnes de pierre soutenant le toit, créant un rythme d'ombre et de lumière atténuée, et lorsque tu passes dessous, le son de tes pas change,
plus intime, légèrement amplifiée par la présence du plafond. Tu ressors de la galerie et poursuis ton chemin. Quelques arbres se tiennent là aussi, peu nombreux, leurs branches nues montant vers les dômes, partenaires silencieux de la pierre, nature et architecture ensemble. Tu t'assieds sur un muret bas, la pierre est fraîche mais stable. Tu t'y poses sans inconfort, et la perspective change. La cour paraît plus vaste, les dômes plus hauts, tu fais désormais partie du sol. Tes mains reposent sur la pierre, la fraîcheur s'y diffuse lentement, agréable, ancrante, et tu observes autour de toi, le monastère est profondément calme. Pas vide mais plein d'un silence dense, chargé, façonné par des siècles de prière et d'attention. Tu n'as rien à croire, rien à faire. Tu ressens simplement cette concentration ancienne, cette accumulation de silence, comme si la pierre elle-même avait appris à rester immobile. Tu respires, tu restes là, les minutes passent sans se compter. La nuit ne change pas, les dômes ne bougent pas, et le monde semble suffisant tel qu'il est. Finalement tu te lèves, lentement, sans raideur, et tu traverses la cour une dernière fois. Tes pas sont doux, respectueux, non par crainte mais par accord avec le lieu. Arrivé à l'arche, tu te retournes une dernière fois, la cour, les bâtiments, les dômes, le clocher, tout repose dans l'obscurité, complet, sans rien demander. Tu passes sous l'arche, laissant le monastère derrière toi, et la descente commence. Tu descends la colline, le chemin s'éloigne doucement du monastère et te ramène vers la ville elle-même, vers les rues et les bâtiments, les cours et les passages, la géographie superposée de Kiev. Mais quelque chose a changé, pas dans la ville qui reste telle qu'elle est, mais dans la nuit s'est approfondie, le temps a avancé en t'emportant avec lui, et maintenant tu es dans ces heures tardives où même une ville qui ne dort jamais vraiment devient plus silencieuse, plus tournée vers l'intérieur. Tes pas sur le chemin sont le seul son que tu perçois clairement. Le sol n'est pas pavé ici, seulement de la terre tassée et de petites pierres. Et tes pas produisent un bruit doux et régulier, un rythme stable, pas après pas, comme un battement de cœur transformé en mouvement, en descente lente le long de la colline. Les arbres de chaque côté du chemin ne sont plus que des formes sombres. Leurs silhouettes se détachent sur une obscurité du ciel à peine plus claire, sans détails visibles, seulement la structure générale, le tronc, les branches, l'architecture complexe d'un arbre réduite à son contour. Le chemin tourne, et tu le suis sans réfléchir, tes pieds savent marcher dans l'obscurité, sentir le sol, s'adapter aux pentes et aux courbes, un savoir ancien, plus ancien que les villes, plus ancien que le langage, le corps sait se déplacer dans le monde. Tu laisses la colline du monastère derrière toi. À chaque pas elle recule, les dômes ne sont plus visibles. Les murs sont maintenant dans ton dos, la cour, l'immobilité, cette qualité particulière de silence reste là-haut pendant que tu descends. Et pourtant tu emportes quelque chose avec toi, un reste de calme, une stabilité née du moment passé assis sur le muret de pierre, du temps passé à regarder les dômes, du fait de t'être laissé porter par cet espace ancien. Le chemin s'aplanit, tu es arrivé en bas de la colline, et une rue s'ouvre devant toi, étroite et vide. Tu tournes dans la rue et tu commences à marcher, les bâtiments te sont familiers, tu es déjà passé ici plus tôt dans la nuit, mais tout semble différent maintenant, plus silencieux, plus retiré. Les lampes qui éclairaient la rue auparavant, jamais très nombreuses, paraissent plus faibles à présent. Peut-être ont-elles été atténuées, peut-être certaines sont-elles éteintes, ou peut-être est-ce simplement ta perception qui compare ce moment au précédent et y trouve un changement. La lumière restante est douce et diffuse. Elle ne guide pas vraiment. Elle existe simplement, marquant certains points dans l'obscurité, un angle, une porte, sans rien exiger. Tu marches lentement, sans destination, sans prochain lieu à atteindre, juste marcher, juste être dans la ville pendant qu'elle s'installe dans son silence le plus profond. Les bâtiments de chaque côté sont plongés dans l'obscurité. Les fenêtres sont noires, aucune lumière n'apparaît, tout le monde dort ou se tient à l'intérieur, retiré de l'espace public de la rue. Tu y penses, à tous ces murs, à tous ces bâtiments, et derrière chacun d'eux des vies, des gens endormis dans leur lit, rêvant ou non, des enfants blottis sous des couvertures, des personnes âgées reposant après de longues journées, des couples côte à côte, des individus seuls, des familles ensemble, tous enfermés, protégés, séparés.
La ville est une collection d'enclos, des murs dans des murs, des pièces dans des bâtiments le long des rues dans des quartiers dans l'ensemble, le tout sur les collines au-dessus du fleuve, faisant partie d'un modèle ancien d'habitat et de vie. Tu es la seule personne dans la rue, la seule à traverser cette tranche précise de la nuit. Cela pourrait sembler solitaire, mais ce n'est pas le cas. Cela paraît juste, naturel. La nuit est faite pour le repos, et même si tu ne te reposes pas encore, tu traverses une ville qui se repose, et il y a une cohérence à être l'unique marcheur, l'unique témoin de cette heure. Tes pas résonnent doucement sur les façades, le son est léger mais net. Chaque pas crée un petit événement acoustique, une brève perturbation du calme, puis le calme revient. Tu tournes au coin d'une rue, une autre apparaît, tout aussi silencieuse, tout aussi vide. Un chat traverse devant toi, passant d'une ombre à une autre, rapide, silencieux, puis disparu, et tu souris légèrement. Bien sûr qu'il y a des chats, les chats appartiennent à la nuit des villes, ils s'y déplacent avec assurance, avec un but qui échappe aux humains. Tu continues à marcher, la rue s'élargit un peu et devient une petite place. Au centre se tient un arbre ancien, au tronc épais, ses branches s'étendent largement même dans leur nudité hivernale. Tu t'approches de l'arbre et tu t'arrêtes, ta main se pose sur l'écorce, rugueuse, profondément texturée, froide, l'arbre est parfaitement immobile. Aucun vent ne fait bouger ses branches. Il se tient là comme une statue, comme quelque chose de sculpté plutôt que de vivant. Et pourtant il est vivant, tu le sais, endormi comme les gens dans les bâtiments, dormant en attente du printemps, mais vivant, la sève circule lentement, les racines puisent l'humidité, l'arbre respire à sa manière, échange silencieusement avec l'air, poursuit la chimie discrète qui le maintient. Tu retires ta main et tu traverses la place. De l'autre côté, une autre rue s'ouvre, plus étroite, plus ancienne sans doute. Les bâtiments portent cette qualité particulière de l'âge, non pas l'âge décoratif ou protégé, mais l'âge de ce qui a simplement continué à exister et à servir, décennie après décennie jusqu'à devenir des siècles. Tu descends cette rue lentement. Les pierres sous tes pieds sont irrégulières. Tu sens les différences à travers tes chaussures, chaque pierre a sa hauteur, son angle. La rue s'est affaissée et ajustée avec le temps, trouvant son propre équilibre, sans que personne ne cherche à la corriger. Elle n'est pas cassée, elle fonctionne, elle est simplement ancienne. Les bâtiments penchent légèrement, pas de façon dangereuse, juste assez pour donner l'impression qu'ils se soutiennent entre eux, qu'ils partagent le poids, et cette idée est réconfortante, celle de structures qui tiennent ensemble. Tu marches encore, la rue courbe, tu la suis, puis un autre tournant, une autre ruelle tranquille. Tu n'es pas perdu, tu ne pourrais pas l'être à Kiev, la ville est en toi, tes pieds connaissent ces rues, ton corps connaît les collines et les rythmes, mais tu ne navigues pas non plus, tu ne penses pas à l'endroit où tu te trouves par rapport à un but, tu suis simplement les rues telles qu'elles se présentent, laissant la ville se déployer comme elle le souhaite. Une cour s'ouvre sur ta gauche, tu t'arrêtes à l'entrée, la cour est petite et close. Quelques fenêtres la surplombent, toutes sombres, et au centre se trouve un banc en bois, simple et usé. Tu entres dans la cour, le silence y est encore plus dense. Les bâtiments créent une sorte d'abri acoustique, les rares sons de la ville n'y pénètrent pas, c'est une poche d'immobilité dans une immobilité plus vaste. Tu t'assieds sur le banc, le bois est froid et lisse, tu t'adosses, le banc a un dossier et ta colonne s'y repose naturellement. Au-dessus de toi, un rectangle de ciel apparaît, la cour est assez étroite pour que le ciel semble encadré, tenu par les bâtiments comme une image. Le ciel est très sombre, bleu-noir, quelques étoiles seulement sont visibles, la lumière diffuse de la ville en masque la plupart. Mais les plus brillantes percent encore, des points anciens, une lumière partie bien avant que cette ville existe. Tu restes assis, tu regardes, tu respires, l'air nocturne est frais sur ton visage. Agréable, il circule à peine, pas du vent, simplement de l'air en mouvement, vivant. Ton corps se détend plus profondément. La marche t'avait réchauffé et maintenu une légère tension, mais maintenant elle se relâche d'elle-même. Les épaules s'abaissent, la mâchoire se desserre, les mains se posent sans effort. Tu observes ces changements sans chercher à les provoquer. Le corps sait se détendre lorsqu'on lui en laisse l'occasion, lorsqu'il y a sécurité, immobilité et temps. Tu restes ainsi longtemps, sans mesurer les minutes,
simplement assis dans la cour, respirant dans la nuit. Puis, sans décision consciente, tu te lèves, ton corps sait que le moment est venu de continuer, de poursuivre la marche à travers la nuit. Tu quittes la cour et reviens dans la rue, elle est vide comme avant, silencieuse comme avant, et tu repars. Les bâtiments deviennent moins distincts dans ton attention, non parce que tu ne les vois plus, mais parce qu'ils n'ont plus besoin d'être remarqués individuellement, ils sont simplement là, formant l'espace de la rue. Tu marches, tes pas sont doux et automatiques, tu ne penses plus à marcher, tu marches simplement. Les sons se sont dissous, plus tôt tu pouvais les distinguer, maintenant tout s'est fondu en une seule quiétude continue, la ville respirant dans son sommeil. Un autre virage, une autre rue, plus large, ancienne, vaguement familière, peu importe quand tu y es déjà passé. Les lampes sont très faibles ici, ou peut-être absentes, et ce que tu vois n'est que la lueur ambiante réfléchie par la pierre et le verre, trouvant son chemin jusqu'à cette rue. Tout est devenu uniforme, l'obscurité, le calme, ta respiration, tes pas. Les pensées existent encore, mais elles sont légères, à peine formées, elles passent comme un mouvement d'air, présentes sans insister. La ville n'attend plus rien de toi, elle ne te demande pas d'observer, de comprendre ou de te diriger, elle existe autour de toi, tu existes en elle, et cela suffit. Tu marches encore un peu, la rue s'ouvre sur une autre petite place que tu traverses sans t'arrêter, puis une ruelle plus étroite que tu choisis instinctivement. La nuit est très profonde maintenant, tu la sens, cette heure où le jour est le plus éloigné, où le matin est encore lointain, où la nuit est pleinement elle-même. Tu es très calme, posé, ancré, la marche, le monastère, le silence, la ville ont fait cela. Tu continues à marcher, mais de plus en plus lentement. Chaque pas devient délibéré, non par nécessité, mais parce que c'est le rythme que la nuit impose, celui qui correspond à l'immobilité environnante. Et puis, sans l'avoir décidé, tu t'arrêtes. Tu t'es arrêté de marcher, et tu ne te souviens pas avoir décidé de t'arrêter, il n'y a pas eu d'instant précis où tu t'es dit « c'est ici que je vais me reposer ». Tu t'es simplement arrêté, tes pieds ont cessé de bouger, ton corps a cessé d'avancer dans l'espace, et maintenant tu es immobile. Tu te tiens dans un petit espace entre des bâtiments, pas tout à fait une cour, pas tout à fait une ruelle, juste un élargissement du passage, un endroit où deux façades ne se rejoignent pas complètement, où il y a assez de place pour qu'une personne se tienne là sans bloquer le chemin. Il y a ici un rebord de pierre assez bas. Cela pourrait être la fondation de l'un des bâtiments. Cela pourrait être un banc, cela pourrait être autre chose, et dans l'obscurité tu ne distingues pas vraiment, mais c'est à la bonne hauteur pour t'asseoir, la bonne largeur, la bonne sensation de solidité. Tu t'assieds. La pierre est froide sous toi, mais pas d'une manière désagréable. Tu as marché longtemps, ton corps est encore chaud du mouvement, et cette fraîcheur est bienvenue. Elle équilibre, elle ancre. Tu t'adosses un peu, il y a un mur derrière toi. Tu laisses tes épaules le toucher, le mur est solide, rugueux, ancien, et il accepte ton poids sans commentaire. Tu es assis à Kiev, au milieu de la nuit, dans un petit espace oublié entre des bâtiments, et tu es complètement à l'aise. Autour de toi, la ville continue, les bâtiments tiennent debout, les rues sont vides, le fleuve coule quelque part dans l'obscurité, les collines gardent leur forme. Tout continue, tout existe, que tu en sois conscient ou non. Mais tu en es conscient, pas en y pensant activement, simplement conscient, comme tu es conscient de ta respiration sans avoir besoin de t'y concentrer, comme tu es conscient de ton cœur sans compter les battements. Kiev est autour de toi, Kiev ancienne, la ville des collines et des églises, la ville qui se tient là depuis plus de 1000 ans, la ville qui a commencé comme quelques établissements sur ses hauteurs et qui a grandi, lentement, de manière inégale, organique, jusqu'à devenir ce lieu complexe et stratifié qu'elle est maintenant. Tu en as traversé tant de choses cette nuit, l'approche depuis le fleuve, les portes dorées, la ville haute, la descente, Podil, les cours, le monastère, les rues silencieuses dans la nuit qui s'approfondissaient. Chaque endroit avait son caractère, sa sensation, sa manière particulière d'être une partie de Kiev. Et maintenant tu es ici, dans ce petit espace, ce non-lieu, cet interstice entre des bâtiments, et c'est autant Kiev qu'ailleurs,
peut-être même plus, parce que ce n'est pas marqué, pas nommé, pas sur un itinéraire, c'est simplement là, existant, faisant partie du tissu. Ta respiration est devenue très lente, très profonde. Chaque inspiration remplit tes poumons complètement. Chaque expiration les vide complètement. Le rythme est naturel, sans effort. Ton corps respire de lui-même. Tu peux sentir ton cœur, ni rapide ni particulièrement lent, juste régulier, présent, faisant son travail, pompant le sang, te gardant en vie, ne demandant rien en retour. Tes mains reposent sur tes cuisses. Tes doigts sont souples, détendus, tu sens le tissu de tes vêtements sous tes doigts, la légère texture, la chaleur de ton corps qui traverse la matière. Tes pieds sont au sol. Tu sens cette connexion, la solidité, la terre sous les pierres sous tes chaussures sur tes pieds comme une partie de ton corps comme une partie de toi comme une partie de ce moment comme une partie de la nuit comme une partie du temps, et le temps comme une partie de tout. Les liens s'étendent ainsi, sans fin, tu n'es séparé de rien, tu fais partie de tout, de la ville, de la nuit, de ce vieux mouvement humain qui habite des lieux, construit des maisons, cherche un abri, trouve le repos. Tes yeux sont à demi clos maintenant. Tu ne cherches pas à les fermer, ils se ferment tout seuls, les paupières deviennent lourdes, et l'obscurité derrière elles est plus confortable que l'obscurité dehors. Tu es très fatigué, pas épuisé, pas vidé, simplement fatigué d'une façon naturelle et paisible. La fatigue d'une longue marche, d'un mouvement tenu pendant des heures, d'une attention portée aux rues, aux pierres, aux espaces. Tu laisses tes yeux se fermer complètement. L'obscurité derrière tes paupières est douce, chaude, gentille, ce n'est pas seulement l'absence de lumière, c'est une présence à part entière, une présence confortable, comme une couverture, comme une enceinte, comme la sécurité. Tu peux encore sentir la ville autour de toi, même les yeux fermés. Tu sens les bâtiments, les murs, le poids de la pierre, la présence de la colline, le fleuve au loin, le ciel au-dessus. Mais tout devient plus souple maintenant, moins distinct. Tout se fond en une présence continue, quive, simplement quive, qui te tient, te soutient, t'offre un endroit où être. Ta respiration ralentit encore. L'espace entre les respirations s'allonge, sans inquiétude, simplement naturel. Le corps qui s'installe dans le repos, dans le sommeil. Des pensées passent, mais elles n'ont aucune urgence, aucune demande. Elles sont comme des nuages qui glissent dans un ciel, présentes puis parties, présentes puis parties. Tu penses brièvement à la marche, au chemin, aux lieux, aux portes dorées, aux rues hautes, à la descente vers Podil, aux cours, au monastère sur la colline, et tout cela traverse ta mémoire comme de l'eau, fluide, continue. Mais les souvenirs ne s'attardent pas, ils n'en ont pas besoin. Ils ont eu lieu, ils font partie de toi maintenant, de ton expérience de cette nuit, sans te demander de les retenir, de les examiner, de leur donner un sens. Tu te reposes seulement, c'est tout. Tu te reposes à Kiev, tu te reposes dans la nuit, tu te reposes dans ton corps. La pierre sous toi te soutient, le mur derrière toi te soutient, le sol sous la pierre soutient tout, la colline soutient le sol, la terre soutient la colline. Tout est relié, tout tient tout le reste, y compris toi. Ton corps devient plus lourd, c'est ce que tu sens, comme si tu t'enfonçais très légèrement dans la pierre, dans le sol, pas littéralement, mais comme un poids qui se pose, comme une masse qui trouve sa place. Il n'y a pas besoin de bouger, pas besoin d'aller quelque part, pas besoin de faire quoi que ce soit. La nuit continuera que tu fasses quelque chose ou non, la ville restera, les pierres resteront en place, le fleuve coulera, les étoiles tourneront au-dessus. Et tu peux simplement être ici, simplement te reposer. Les sons de la ville ont disparu entièrement, ou bien ils sont encore là mais tu ne les enregistres plus, ton attention s'est tournée vers l'intérieur, vers les sensations simples du corps, le souffle, le cœur, la chaleur, le poids. Tu es complètement en sécurité, la ville te tient, la nuit te protège, les pierres anciennes ont déjà connu 1000 nuits comme celle-ci, des gens trouvant le repos dans les heures sombres, la ville poursuivant son cycle infini d'activité et de repos, de bruit et de calme, de jour et de nuit. Ta conscience commence à se brouiller, les contours deviennent moins nets,
la frontière entre veille et sommeil se fait incertaine. Tu ne penses pas au sommeil, tu n'essaies pas de dormir, le sommeil arrive simplement, comme une marée, doux, inévitable, naturel. Ta dernière pensée claire est simple, une reconnaissance, un constat silencieux. Tu es à Kiev, la ville de tes ancêtres, la ville d'innombrables vies vécues, terminées, retenues ou oubliées, la ville qui a vu des empires monter et tomber, la guerre et la paix, la destruction et la reconstruction, et à travers tout cela la ville est restée, a continué, à garder une place pour ceux qui viennent à elle. Cette nuit, elle te tient. Les collines, le fleuve, les rues anciennes, les pierres polies par les pas, les murs debout depuis des siècles, les dômes qui montent vers le ciel, les cours silencieuses, les espaces cachés, les places ouvertes, les ruelles étroites. Tout cela existe autour de toi, tout cela continue, et tu en fais partie maintenant, partie de cette nuit, de ce moment, de ce souffle. Ta respiration devient si lente qu'elle est presque imperceptible. L'espace entre les respirations s'élargit, chaque expiration lâche un peu plus, chaque inspiration ne demande rien. L'obscurité est complète, chaude, accueillante. Kiev respire autour de toi, avec toi. La nuit continue. Tu te reposes. Et très doucement, sans marquer l'instant, sans remarquer la transition, tu t'endors.